Nous retrouvons pour la deuxième partie de cette vidéo où nous étions en train d'évoquer donc le sujet du glyphosate, donc un produit, un désherbant extrêmement dangereux et déclaré en tout cas comme cancérigène, même si vous allez voir, hein, il y a différentes polémiques encore une fois là-dessus, il y a des informations aussi contradictoires, mais voilà, on assiste à une cacophonie au plus haut sommet de l'État sur ce sujet avec différentes informations qui sont contradictoires. Donc voilà, vous avez par exemple sortie du glyphosate, Nicolas Hulot affiche son optimisme. Ensuite, Nicolas Hulot, interdiction du glyphosate, l'objectif n'est pas remis en cause. La fin du glyphosate sous 3 ans, point d'interrogation. Nicolas Hulot, donc fier de la position de la France à Bruxelles. Glyphosate cacophonie entre Nicolas Hulot et Stéphane Travert, recule. Donc ça c'était au mois de février, donc Nicolas Hulot recule sur la fin du glyphosate, etc. Donc en fait, vous avez un peu tout et son contraire, et donc encore plus aujourd'hui, puisque comme je vous l'avais dit en préambule, donc si on se remet sur notre carte du ciel, hein, donc là on est dans le signe du Gémeaux, signe de l'information, une information donc qui est brouillée, dévoyée par Neptune. D'ailleurs on retrouve la même chose, quand on a eu, à chaque fois vous pourrez observer, en tout cas moi j'ai eu le plaisir de le faire hein, depuis maintenant plus de 7 ans, à chaque fois, j'ai observé l'actualité et je regardais forcément la position des astres. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a eu le transit du Soleil dans des points clés hein, de notre roue astrologique, hein, et ben, ça a mis en relief certains sujets spécifiques justement à la position des astres. Hein. Notamment, par exemple, donc là, si je prends l'article toujours sur le glyphosate, mais sur un sujet un petit peu transverse. Voilà, glyphosate. Pourquoi le lien avec le cancer n'est pas évident? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une étude, donc des études plutôt sérieuses, a priori, hein, de scientifiques, qui vont vous dire, voilà, c'est cancérogène. Hein, ils vont établir le lien de cause à effet entre le désherbant et les cancers et la mort qui s'ensuit de milliers, voire de millions de personnes, puisque le glyphosate est produit par Monsanto, qui est une entreprise internationale. Et puis vous avez quelques temps plus tard, voilà, là par exemple, on a le 22-11. Donc 22-11, ça correspond à l'entrée du Soleil dans le signe du Sagittaire. Sagittaire, signe lié à l'international, et qui est en opposition avec le signe du Gémeaux qu'on a en ce moment. Gémeaux, signe de l'information. Donc le Sagittaire, c'est aussi le signe du savoir. Hein, et on est censé normalement savoir, être au courant. Et là, en fait, le fait qu'il y ait cette dissonance donc à Neptune, hein, surtout qu'on avait encore Saturne, donc là, ça brouille encore les pistes, c'est-à-dire que là, on embrouille un petit peu, on noie le poisson, donc on ne sait plus, au bout d'un moment, là aussi on pourrait, si on faisait une recherche, hein, vous verrez, il y a plein d'articles contradictoires. Alors vous allez me dire, oui, c'est aussi le but hein, de la presse, d'avoir des informations contradictoires, c'est aussi le principe de la liberté d'expression, de la pluralité des informations, ça on est bien d'accord, mais attention, hein, on voit là de plus en plus aussi sur des sujets quand même aussi importants, il doit à un moment donné y avoir un consensus et où on arrête le débat. C'est-à-dire qu'il y a discussion bien entendu au départ, puis à un moment donné on dit voilà, c'est cancérigène ou c'est pas cancérigène? On stoppe le glyphosate ou on le stoppe pas? Voilà, sur des informations, sur des sujets de cette envergure-là, de ne pas s'amuser à ça. Et en fait, malheureusement, c'est ce que j'expliquais à une personne, on en discutait en aparté après une petite consultation. La personne s'intéresse aussi hein, à notre sort collectif, donc je lui expliquais qu'en fait, il faut regarder aussi nos vidéos sur Pluton pour comprendre, puisque Pluton, hein, c'est l'astre qui façonne notre époque, l'époque d'aujourd'hui, l'époque dans laquelle nous vivons, notre époque contemporaine, puisque nous avons découvert Pluton hein, début du siècle dernier, et donc Pluton vient apporter son lot, imprime hein, en fait hein, son empreinte et dicte la marche du monde, et tout en sachant bien entendu que les autres transsaturniennes, donc qui sont Neptune et Uranus, qui ont été découvertes bien avant. Donc Uranus, hein, on l'a dit déjà, elle entame son 3e tour, enfin en tout cas elle est en train de terminer son 3e tour de piste zodiacale, donc ça veut dire qu'on l'a retrouvé par 3 fois, là ça fait la 3e fois qu'on retrouve Uranus en taureau, hein, d'accord. Donc à l'époque en 1850, dans les années 1850, ensuite dans les années 1834, d'accord, et puis là on le retrouve en 2018. Neptune, 2 fois, d'accord. Donc ça veut dire que chaque astre, à chaque moment où il a été découvert, a façonné une époque. Hein. Donc Uranus, c'était pour la période
du XVIIIe siècle, hein, d'accord, puisque Uranus a été découverte au XVIIIe, et puis ensuite Neptune, hein, c'est plutôt le XIXe, voilà. Et puis après on rajoute par-dessus Pluton maintenant. Donc, et c'est vrai qu'à notre époque, eh ben, on retrouve des accents du passé, des accents de l'époque, hein, du XIXe, notamment par exemple, ben là on l'a vu tout à l'heure dans la précédente vidéo sur les animaux, on retrouve une reproduction, pas à l'identique, mais on retrouve des lois qui correspondent, hein, aux animaux comme à ce milieu du XIXe siècle, hein, au moment de la découverte de l'astre, hein, qui plus est dans le signe du poisson. On pourrait reprendre pareil la même chose, la préoccupation de la condition sociale, puisqu'à l'époque on avait les prolétaires, hein, on avait les ouvriers, hein, qui faisaient marcher l'appareil productif, donc ils travaillaient à tour de bras, il n'y avait pas de législation réellement pour encadrer le travail. On avait les premières lois aussi d'encadrement des conditions de travail. Donc ça c'était pareil, hein, au moment de la découverte de Neptune. Voilà. Et là, comme par hasard, depuis 2012 aussi, pareil, vous voyez, on a les lois de travail, etc. Bon, là, tout est inversé, parce que forcément, il y a aussi, en toile de fond, d'autres astres, hein, qui viennent interférer, qui viennent changer la nature. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est vraiment Pluton qu'il faut regarder, en tout cas en ce moment, bien entendu, avec les autres astres qui viennent agrémenter, mais c'est vraiment cet astre-là. Et cet astre-là nous dit que c'est lui, hein, qui est dans le signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est le signe de contrôle, de maîtrise. C'est un signe qui calcule, hein, surtout avec Saturne, qui calcule son coût, quoi, qui est capable en fait de calculer, c'est lui qui imprègne, qui donne le là, et qui veut le pouvoir, un pouvoir sans partage, un pouvoir qui est aux mains, étriqué, d'accord, aux mains d'une minorité. D'ailleurs, vous avez vu que depuis quelques années, on voit comme peau de chagrin, hein, on voit une minorité de gens qui détiennent, hein, l'ensemble des richesses mondiales, hein, d'accord. Et donc avec Uranus, eh ben, justement, on a avec la formation de ce cycle-là, Saturne-Uranus, c'est vraiment le cycle, hein, du capitalisme. Et donc là, on voit bien l'inversion. J'en ai parlé sur les précédentes vidéos. Hein, j'avais parlé même au niveau bancaire, hein, maintenant que ça va être les multinationales, notamment Internet, hein, tous les GAFA. On a vu Apple, par exemple, qui formait avec Goldman Sachs, qui est en train de fabriquer sa propre carte de crédit, etc. Donc vous voyez, tout ça pour vous dire en fait que c'est vraiment l'État en lui-même a été phagocyté. En fait, l'État, c'est juste des intermédiaires, si vous voulez. Mais Pluton a pris le contrôle total de l'État, a pris le contrôle total des institutions, a détruit, hein, les institutions anciennes, d'accord, les structures fondamentales, hein, même patriarcales, si vous voulez, qui est déconstruit complètement pour les façonner à sa main et a pris le contrôle de tout. Donc c'est eux qui dictent leurs lois quelque part, mais bien entendu les autres astres, voilà, on parle de Neptune qui embrouille, hein, qui noie le poisson, etc. On pourrait prendre chaque astre, hein, séparément pour expliquer plus subtilement, hein, les choses. Là par exemple, si on dérive un petit peu sur un sujet pareil, un corollaire, on s'aperçoit que M. Hulot, pour les perturbateurs endocriniens, et ben là aussi il y a eu, hein, ce qu'on a appelé une reculade ou une volte-face aussi. Hein. Voilà, c'était un article, hein, publié en 2017 sur Annuaire Voyance Symphonie, donc un site partenaire. Nicolas Hulot cède au lobby industriel sur les perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait, nous, prévu sur le blog. Donc on l'avait dit au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, le 23 mai dernier. Il y avait beaucoup d'espoir, c'est vrai, qui était suscité, vu donc la nomination de M. Macron, M. Hulot, pardon, qui venait faire partie du gouvernement Macron, pour défendre justement l'écologie. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont commencé un petit peu à déchanter. Hein, donc là, il faut savoir que le ministre de la Transition écologique, normalement, il est censé justement défendre l'intérêt collectif, hein, d'autant que c'est vraiment sa casquette, hein, de défendre l'écologie. Et là, on voit qu'il a cédé au lobby, hein, industriel au sujet donc d'un thème quand même fondamental de santé publique, les perturbateurs endocriniens. Donc là, je vais vous faire un petit rappel quand même des perturbateurs. Qu'est-ce que les perturbateurs endocriniens, hein? C'est des substances chimiques, hein, qui sont présentes dans l'environnement, l'alimentation, etc., hein, qui interfèrent avec l'action de nos hormones, les hormones de notre corps. On les retrouve dans beaucoup d'objets du quotidien, plastique, cosmétiques, jouets, alimentation, bon, bien sûr les pesticides. Et selon de nombreuses études, ils contribueraient à l'augmentation de nombreuses maladies, là encore, hein, comme le cancer. Donc là on retrouve, hein, à nouveau le cancer comme pour le glyphosate, l'infertilité, le diabète ou encore des problèmes de comportement, troubles, hein, de la tension, hyperactivité,
et même autisme hein, chez l'enfant. Donc c'est vrai que Nicolas Hulot, vous allez le voir, on regardera tout à l'heure son thème, hein, c'est un excellent communicant. Il a Mars en Gémeaux justement. Hein. Et donc le chantre de l'écologie n'a pas hésité, lui, à présenter donc, la signature du 4 juillet donc, 2017 hein, sur la définition européenne commune hein, des perturbateurs endocriniens, donc présentée déjà depuis 2013, mais qui était beaucoup décriée par les ONG et différentes sociétés savantes, hein, composées quand même de milliers de chercheurs, de cliniciens comme... Hein, qui se sont penchés sur la question, lui, Nicolas Hulot, il l'a célébré comme une victoire en déclarant, donc le 28 juin 2017, que c'était, lui, une avancée considérable. C'est-à-dire qu'il faut bien, après, comment le dirais-je, qu'il montre qu'il sert à quelque chose. Et pourtant, si vous creusez dans la presse, vous verrez, bon, il y a pas mal hein, d'articles, justement, à nouveau encore contradictoires, ceux qui parlent d'une victoire, comme par exemple Libération, hein, qui titre On a gagné, on n'a pas gagné cette guerre, mais nous avons gagné une bataille, et d'autres d'une victoire par exemple plus mitigée. Par exemple, on a Huffington Post, un peu dur à prononcer, qui indique l'Europe enfin d'accord sur les perturbateurs endocriniens, mais cela ne plaît pas aux écolos. Enfin, il y a d'autres organes de presse hein, qui parlent plus franchement d'un reniement. Voilà, clairement quoi. Puis on a une, alors c'est Corinne Lepage. Donc alors après, peu importe après ce qu'on pense de la personne, ou ça après chacun sa libre appréciation, mais enfin c'est quand même une femme politique engagée pour la protection de l'environnement depuis un petit moment maintenant. Hein. Donc il tweetait, vous pouvez retrouver son tweet, le 4 juillet à 14h18 très exactement, les lobbies de la chimie doivent sabler le champagne après le soutien de la France à la définition minimaliste des perturbateurs endocriniens. Donc voilà, la vérité c'est que de toute façon, pour moi, Nicolas Hulot n'avait pas le choix, en entrant dans ce gouvernement, hein, dans un pays à la main de l'Union européenne, hein, il doit appliquer les grandes orientations des politiques économiques. D'ailleurs, ceci est valable hein, d'ailleurs, dans de nombreux domaines. Il n'y a pas que ce domaine-là. Donc ça, vous pouvez après à chaque fois le dupliquer. Hein. Donc là, lorsqu'il a fait par exemple mine de s'opposer à l'assouplissement de la loi hein, contre les produits toxiques, par exemple tueurs d'abeilles, néocotinoïdes, hein, qui était proposé par Monsieur Travers, donc le fameux ministre de l'Agriculture, soudainement, vous regarderez pareil dans la presse, hein, vous verrez que l'icône donc, de l'écologie, à chaque fois il avait sa photo et un bel article sur lui dans le Canard enchaîné, qui dévoilait par exemple au grand public, en tout cas tous ceux qui ne sont pas au courant. C'est vrai que M. Hulot, il a une superbe aura, quand on l'entend parler, on ne peut que boire et applaudir ses paroles, si vous voulez, sur son analyse, hein, on n'a rien à dire là-dessus. Mais voilà, de voir ses accointances, par exemple, expliquées dans la presse, avec les lobbies pollueurs de sa marque, par exemple Gel Douche Ushuaïa. Donc voilà, ce qu'il faut voir, il y a encore d'autres affaires hein, qui sont sorties, tout ça pour déstabiliser, pour pas que finalement, quand bien même ce monsieur voudrait faire quelque chose, hein, il a une épée Damoclès au-dessus de la tête. C'est-à-dire que n'importe quel homme politique qui arrive aujourd'hui aux manettes, désormais n'a plus le pouvoir. Il a un pistolet sur la tempe où on lui dit attention, si tu veux pas finalement... alors il est coincé entre son envie aussi de bien faire, ça on peut pas enlever, certainement que M. Hulot a envie de bien faire. Et puis de l'autre côté, il y a aussi l'envie il y a une ambition personnelle, hein, forcément. On est des êtres humains, on a tous une ambition, donc on est tiraillé entre sa conscience, son ambition personnelle, et puis après des directives où on vous cadenasse, où on vous met dans une sorte de couloir, et on doit rester dans son couloir. Et sinon, justement, on vous met hein, le pistolet sur la tempe et on vous parle, on jette en pâture finalement votre vie, voire votre vie privée, etc. Et là, pourquoi? Parce que je vous ai expliqué que les médias sont depuis maintenant 10 ans hein, aux mains de 9 milliardaires. D'ailleurs, vous pourrez regarder, je crois que c'est Aude Ancelin, ancienne journaliste, ancienne directrice du Nouvel Obs, qui fait une vidéo là-dessus, qui vous balance tout, mais bon, c'est un secret qui est connu, connu depuis bien longtemps. Alors, comme on est alors au moment où je parle, on est dans le signe du Gémeaux, c'est un signe d'humour. Alors justement, on va essayer de confirmer toutes les informations que je vous ai délivrées par le biais de l'humour, par le biais d'un humoriste qui est vraiment très bien et qui vous parle de ce sujet. Article 39 et 40 du TFUE. Une agriculture hyper productiviste est exigée par l'Union européenne.
Alors que nos représentants nous parlent constamment de la lutte contre le réchauffement climatique, de l'écologie, on voit très bien dans cet article qu'il y a clairement une incompatibilité avec cette idée. Car comme l'ont fait remarquer de nombreux auteurs, comme par exemple ce mec-là, Jean-Marc Jancovici, c'est lui là, il est là. Le fait d'augmenter la production et de développer le progrès technique constitue par nature des atteintes à l'environnement, car l'agriculture peut avoir des répercussions importantes sur le changement climatique, du fait d'émissions de gaz à effet de serre par exemple. Enfin bref, ces deux articles placent nos agriculteurs dans une concurrence complètement insupportable. C'est une course folle à la productivité, au détriment de la santé, de l'environnement et de la qualité des aliments. Tu aimerais une agriculture locale, sans pesticides? Une agriculture de qualité pour garantir l'indépendance alimentaire de tous les citoyens? Ah non, mais désolé, c'est pas prévu par l'Union Européenne ça, hein, Ah non, c'est hors sujet là. Ah non, là on est sur de la productivité à tout prix, rien d'autre, c'est tout. Ça te va pas? Ah bah oui, mais vous êtes jamais content aussi, hein. Numéro 3. Alors après ce petit trait d'humour, mais avec un fond de sérieux, donc là on est sur c'est pas un article, c'est une pétition. Donc la France doit respecter son engagement de sortir du glyphosate en 3 ans, au plus tard fin 2020. Donc c'est vrai que nous avons sans arrêt, si vous avez remarqué, des ONG ou associations qui tentent de faire contrepoids par des pétitions. Bon, on est submergé de pétitions. Alors si c'est vrai que celles-ci sont utiles sur le plan démocratique, pour sensibiliser et faire participer les citoyens à défendre leurs intérêts collectifs, à mon sens, elles ne devraient pas normalement se substituer au pouvoir du politique, qui eux, normalement, sont censés faire respecter ça, sont garants de l'intérêt collectif, mais malheureusement jouent double et trouble jeu, et font sans arrêt, en fait, malheureusement, des bébés dans le dos des peuples. D'ailleurs, la stratégie consiste, comme je vous l'ai expliqué, à communiquer, théâtraliser. Donc voilà, donc là, encore une fois, jeter un coup d'œil toujours à Pluton pour bien comprendre la manière, en fait, la subtilité, comment on rassure l'opinion, le gouvernement qui travaille pour vous, il vous fait croire en tout cas qu'il travaille pour vous, et puis de l'autre, subrepticement, on suit de toute façon, bête et méchant, une feuille de route déjà établie de longue date. Donc là, on retrouve encore une fois Pluton, le fin stratège, mais aussi le manipulateur, dans le signe calculateur du Capricorne, qui livre à l'opinion une guerre d'usure par justement ces associations ou ONG qui bon gré, mal gré, ou à l'insu finalement de leur plein gré, participent à user l'opinion. Car quelque part, leur raison d'exister et d'être financés finalement, et de se battre, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne va jamais aller chercher le problème à la racine. C'est-à-dire qu'on va dénoncer, on va envoyer cette pétition donc à nos responsables. Là, cette pétition, elle est adressée à M. Macron, au Premier ministre, à M. Philippe, à Mme Buzyn, etc. Puis à chaque fois, c'est ça, en fait. Donc, si vous voulez, les pétitions sont là un petit peu comme pour essayer d'influencer finalement un gouvernement qui normalement est censé travailler pour nous, quoi. C'est quand même un comble. Alors, il y en a qui vont dire oui, c'est bien, c'est une nouvelle forme de démocratie, mais en réalité, c'est sans fin. C'est-à-dire qu'il y a tellement aujourd'hui de sujets qui nous tombent sur la tête, des sujets qui sont injustes quelque part, à cause justement de toute cette prise du pouvoir, si vous voulez, des lobbies, des grands groupes industriels, des entreprises du CAC 40, etc., qui suivent uniquement leurs intérêts financiers, leurs intérêts inhérents à l'objet de leur entreprise, et pas sur le dos d'intérêts collectifs. Alors, on est envahi finalement, c'est la stratégie du carpet bombing, c'est-à-dire que ça éclate de partout. D'ailleurs, vous avez dû voir dans la presse que beaucoup de gens reprochent à Emmanuel Macron, lui disent oui, tu entames trop de chantiers, de réformes en même temps. En réalité, c'est trop d'entreprises de démolition en même temps, parce que c'est voulu ça aussi, c'est une stratégie pour qu'on soit tellement, vous voyez, comme un boxeur qui se prend des pains de tous les côtés, de plusieurs personnes en même temps, et qui ne sache plus où il habite, quoi. Et c'est aussi ça, créer des problèmes, plein de problèmes en même temps, pour que les gens soient submergés. Donc c'est un peu une guerre sans fin d'usure, où les gens, en fait, au bout d'un moment, abandonnent, ou deviennent insensibles à toutes ces pétitions qu'on reçoit. Voilà. C'est-à-dire que dès qu'il y a une pétition, il y en aura une autre de toute façon qui arrive derrière. Donc c'est un peu le tonneau des Danaïdes, ce fameux tonneau troué où on remplit de l'eau et puis l'eau toujours s'écoule, ou le mythe de Sisyphe, donc, d'accord. Et même lorsqu'il y a une apparence de victoire, par exemple sur le recul sur les néocotinoïdes, excusez-moi, c'est un peu dur à prononcer, ces fameux produits tueurs d'abeilles, en fait, on se aperçoit, si on creuse bien,
l'information, on s'aperçoit en fait qu'il y a certains qui sont retirés, mais d'autres qui restent. D'accord? Donc là, vous voyez, et vous allez voir aussi que parfois, c'est aussi une stratégie de focaliser l'opinion pour qu'il y ait un véritable lever de bouclier sur un produit, par exemple, là, comme celui-là, qui de toute façon, comme beaucoup de produits, des chefs de produits vous le diront, hein, quand on lance un produit, il y a une fin de vie, où il a un pic, si vous voulez, de rentabilité ou voilà, de profit, puis après on en lance un autre. Voilà, il faut toujours innover. Hein, donc quelque part, au moment où nous tous, hein, même donc avec l'association ou les ONG, on arrivera à faire plier finalement sur le glyphosate, mais il y en a un autre qui est de toute façon en préparation, un autre produit encore plus dangereux, et je vais vous montrer lequel c'est déjà. Donc voilà un petit peu les dangers. Et on a la même stratégie d'ailleurs, si vous regardez bien, sur le CETA et le TAFTA, si vous vous souvenez bien. Donc le TAFTA, donc le traité transatlantique hein, de libre-échange, donc si vous vous souvenez, il y avait un lever de bouclier pareil, hein, tout le monde était focalisé dessus, etc. Et dans le secret, hein, on vous pond le CETA. Et donc on vous fait croire que finalement la mobilisation sur le TAFTA a eu raison hein, de ce projet en fait, hein, très dangereux pour notre démocratie, de grand libre-échange tout azimut. Et puis derrière, on vous fait passer par contre comme une lettre à la poste le CETA dont personne n'avait entendu parler, justement. Donc c'est idem pour le glyphosate, donc il va être remplacé par un autre produit que je vous présente. Alors voilà, je vais vous la faire courte, hein, donc c'est après le glyphosate, le dicamba, fait des ravages aux États-Unis. Donc là, essayez de vous renseigner sur ce produit-là, vous verrez qu'il est encore plus dévastateur. Hein, d'après les spécialistes, c'est un véritable carnage. Donc voilà. Alors là, c'est un article très récent, 17 mai 2018. Donc voilà, on est en plein début du transit d'Uranus. La France fait le choix de l'huile de palme malgré l'interdiction du Parlement européen. Donc là, c'est le site Euractiv. Alors forcément, la question, vous voyez encore glyphosate, Nicolas Hulot est-il encore utile dans ce gouvernement? Donc la question de son départ se pose. Et donc c'est une question que nous, on avait déjà abordée justement dès sa nomination au gouvernement. Voilà, pour les amateurs de lecture, donc je vous invite, si vous le souhaitez, à relire un article qui date d'il y a un an, 23 mai 2017, Nicolas Hulot entré au gouvernement pour partir. Donc c'est-à-dire que, en fait, moi je ressentais, et d'ailleurs si on regarde hein, donc sa carte du ciel, voilà, donc il est du signe du taureau, vous voyez, il n'y a pas de hasard, et la question de son départ se pose, clairement, au moment où il y a Uranus qui arrive dans le signe du taureau, avec en plus Mars hein, qui est en dissonance, donc qui attaque hein, son soleil, hein, d'accord? Donc il est né le 30 avril 1955 à 8h50, donc à Lille. Hein. Donc on retrouve, donc il est ascendant Cancer, hein, il a été nominé avec Jupiter-Uranus, donc cycle Jupiter-Uranus opposé, hein, donc qui correspond à son Jupiter-Uranus en natal. Hein, il y avait également Pluton donc en maison 7, donc qui est déjà en maison 7, hein, donc ça correspond à ça. Maison 7, donc qui est en analogie avec la balance, entre autres. Hein. Enfin voilà. Et on a surtout Neptune, depuis quelques temps, maintenant, qui est au milieu de son ciel. Donc Neptune, hein, la planète dont on a parlé tout à l'heure dans la précédente vidéo, hein, qui est en lien étroit avec l'écologie, hein, le rapport à l'océan, le rapport à notre planète bleue. Hein. Et donc on s'aperçoit justement qu'il il va être attaqué il est déjà attaqué par différentes dissonances, mais il a aussi d'autres dissonances. Notamment, on va voir comment ça va se passer pour lui d'ici à l'été, hein, d'ici fin juillet-août. Donc on sait qu'il y a une trêve un peu gouvernementale, mais est-ce que à ce moment-là, avec la prise en tenaille de Mars, Uranus, qui est toujours en taureau, et le Soleil, les astres rapides, hein, d'accord, qui vont venir appuyer sur cette dissonance-là qu'on retrouve en Soleil-Mercure-Saturne, hein, vous voyez, un triangle là, donc est-ce qu'il ne va pas être pris en tenaille? Donc où est-ce qu'il va se maintenir? Parce qu'effectivement on a toujours Saturne-Pluton qui va le maintenir malgré tout, mais où il va commencer à chanceler. Voilà, ça c'est une possibilité. Mais par contre, là où on peut être relativement sûr que M. Hulot va partir, c'est si ça ne se faisait pas cette année, hein, ça pourrait se faire par contre après les municipales, quand on aura Saturne qui reformera un cycle Saturne, d'accord, Saturne-Soleil, qu'on retrouve, mais qui sera, là cette fois-ci on aura bien Uranus, hein, qui sera pile poil
en degré, hein, très proche du 9e degré, avec, vous verrez, alors là il faudra voir, ça peut se faire dans un moment où il y a le soleil en scorpion, ou le soleil en lion, voilà, il y aura un remaniement, en tout cas il y aura, vous allez voir, c'est certain que M. Nicolas Hulot donc, ne restera pas au gouvernement. Et donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce fameux Mars hein, en Gémeaux, donc qu'on retrouve bien en maison 12 hein, qui est en analogie avec le poisson. Donc là on voit bien hein, sa fibre écologique, etc. Mais vous voyez en Gémeaux, donc qui est attaqué par Neptune, hein, donc qui dévoie un petit peu son discours, qui l'oblige à être changeant, à avoir un double discours. Voilà, donc on voit que c'est quand même quelqu'un de fier, hein, et quand même assez secret, hein, Nicolas Hulot, sur sa vie, etc. Si vous regardez, si vous creusez, vous verrez que le chantre de l'écologie, en tout cas celui qui nous est présenté comme tel, a quand même un standing, hein, vous voyez, avec le lion et le taureau. Le taureau aime bien quand même accumuler les biens. Vous verrez qu'il a plusieurs voitures, il a un bateau qui fait du 49 au litre hein, de consommation au 100, etc. Donc c'est quelqu'un, effectivement, qui a un beau discours, bien ciselé, bien, il n'y a pas de problème, hein. Mais voilà, après, comme on dit, les prêcheurs, pas toujours les payeurs, il faut aussi voir, en tout cas moi je fonctionne comme ça, il faut voir est-ce qu'il y a une conformité entre ce qu'on prêche, ce qu'on dit, et ce qu'on est réellement. Voilà, donc là je ne vais pas faire le procès d'intention de M. Hulot, mais voilà, c'est aussi un élément qui est quand même à prendre en considération. Alors, à l'inverse, on s'aperçoit par exemple que les Suisses, hein, qui ne font pas partie de cette Union européenne, hein, voteront l'interdiction des pesticides. Alors à côté de ça, vous allez voir hein, de plus en plus de gens qui vont adopter des stratégies individuelles, c'est-à-dire que là vous avez bien Uranus en taureau, donc Uranus qui est la planète de l'individu, plutôt, ou d'un groupe, ça peut être un groupe justement qui va peut-être manifester sa révolte d'une certaine manière, mais sur un plan peut-être pacifiste, en adoptant une nouvelle stratégie, en s'orientant de plus en plus vers tout ce qui est naturel, en recherchant en tout cas, en faisant plus de recherche d'informations, pour finalement se rendre compte que, là, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des médicaments parce que ce serait trop long, mais voilà, vous avez un article, hein, les 10 antibiotiques naturels les plus puissants connus de l'humanité, donc voilà, c'est un article vraiment très intéressant. Donc voilà, chacun va essayer comment dirais-je, de passer ce cap un peu difficile en trouvant des stratégies personnelles. Alors à moins qu'on nous propose hein, donc des produits issus d'autres planètes. Par exemple, vous voyez là un article hein, du 29 mai dernier, les fonds européens financent un projet d'olive martienne. Donc là, on est bien dans le côté futuriste, le côté spatial hein, d'Uranus, dans le signe du taureau, donc le signe hein, du terroir, le signe de la nature. Alors vous venez de voir en fait une séquence où cette femme en fait risque de se souvenir très longtemps en fait de sa rencontre avec un éléphant, puisqu'elle voulait en fait prendre une photo avec l'animal, et la femme, vous avez vu, a fait face à une réaction inattendue de la part de l'éléphant, et donc on voit de plus en plus justement les animaux, donc Uranus, hein, la planète de l'intelligence supérieure, l'octave supérieure de l'intelligence en taureau, donc signe de la nature, plus Neptune dont on a parlé justement en demi-vidéo, qui a un rapport direct avec les animaux, donc dans le signe du poisson. Donc vous verrez en fait qu'il y a de plus en plus des actes en fait de révolte hein, de la part, là on retrouve bien la révolte des animaux. Ça a déjà commencé hein, depuis un petit moment. Alors, on a déjà vu des séquences où des vaches, une vache notamment en particulier, je crois que ça avait défrayé la chronique, qui s'était sauvée parce qu'elle savait qu'elle allait passer à l'abattoir. Elle s'était sauvée à 150 km de son lieu d'origine, et elle a été recueillie par une association qui a payé pour la sauver, quoi. Vous voyez, donc il faut s'attendre de plus en plus comme ça à des mouvements de révolte où on va voir en fait des animaux qui vont vraiment nous impressionner, qui vont vraiment avoir des réactions inattendues. Vous voyez, comme là Uranus, hein, donc qui est vraiment inattendu, hein, l'astre de l'inattendu, l'astre de la surprise qui vous surprend. Donc on peut regarder une autre séquence qui va vous en dire un peu plus. Holy cow, Cindy. Oh my gosh. Very
Alors on voit même un article du Monde, 26 mai 2018, qui titrait la démocratie pardon, chez les chiens sauvages. Et oui, eux n'ont pas d'institut de sondage qui passent leur temps à influencer les votes, et surtout, quand il y a une décision et il n'y a pas une autre meute de chiens enragés qui réécrit dans leur dos le vote, vous voyez à quoi je fais allusion. Donc cette fameuse forfaiture du 29 mai, justement, 2005, avec le référendum. Donc c'est un peu le paradoxe justement d'Uranus. Donc la démocratie chez les hommes, c'est pas fait pour les chiens, justement c'est ce qu'on dit. Donc là on voit que chez les animaux, vous lirez l'article, vous verrez, c'est assez stupéfiant. Alors je terminerai en fait notre vidéo par une vidéo plutôt mignonne, plutôt tendre. On voit justement des gestes de tendresse entre un cheval et un chien. Donc voilà, pour vous dire que voilà, nos animaux, nos chers 30 millions d'amis, sont très très tendres et peuvent être vraiment très affectueux. Donc je vous mets pas celle où on voit justement un chien qui pleure à chaudes larmes, que j'ai mis d'ailleurs sur mon Facebook, donc qui est quand même assez poignante. Donc je préfère finir par une vidéo plutôt qui prête à sourire et à nous attendrir. Donc je vous dis à très bientôt, je vous laisse avec les animaux.